Non, non. Bonjour, chers étudiants. Je vais commencer la séance, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Alors, si vous m'entendez, répondez, s'il vous plaît. Oui, madame, on entend. Alors, si vous m'entendez, s'il vous plaît, répondez, s'il vous plaît. Oui, madame, oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, on s'est arrêté la semaine dernière, ou la séance dernière, au niveau de la détermination des charges de la comptabilité analytique. Alors, aujourd'hui, je vais traiter avec vous une méthode de calcul des coûts qui s'appelle la méthode des coûts complets. Mais avant, bien sûr, je vais faire un petit rappel. Bien sûr, pour déterminer les coûts, que ce soit le coût d'achat ou le coût de production ou le coût de distribution ou le coût de revient, il fallait au départ commencer par passer des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique. Donc, en première étape, il faut qu'on détermine d'abord les charges de la comptabilité analytique. Alors, une fois déterminées les charges de la comptabilité analytique, maintenant, je vais choisir la méthode avec laquelle je vais travailler. Donc, nous, on va commencer par la méthode des coûts complets. C'est quoi la méthode de coûts complets? Alors, vous voyez que c'est une méthode qui est apparue dans les années 30, où le contexte industriel s'est caractérisé par les éléments suivants. La vente des produits homogènes. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la vente des produits homogènes fabriqués en grande série. Ça veut dire, par exemple, les produits homogènes, c'est-à-dire l'homogénéité des produits suppose que toutes les entreprises livrent des produits que les acheteurs jugent identiques ou homogènes. C'est-à-dire, à cette époque-là, on produit des produits qui sont identiques et qui sont homogènes. Donc, il n'y a aucune raison de préférer le produit d'une firme au produit d'une autre firme. Le choix de l'acheteur n'est ainsi guidé que par le prix. Il y a un problème de son, s'il vous plaît. Maintenant, ça va maintenant, vous écoutez? Pas de problème jusqu'à présent? Non, madame, il y a un problème. Madame, on n'entend pas bien. Répondez, s'il vous plaît. Alors, je reprends. Donc, la méthode que je vais travailler avec vous aujourd'hui, c'est la méthode qui s'appelle la méthode des coûts complets. Qu'est-ce que c'est qu'un coût complet? Je vais rectifier autrement. Madame, oui, madame, les sons, j'arrive pas à vous entendre. C'est-à-dire, vous allez voir que cette méthode préconise Madame, s'il vous plaît, la j'arrive pas à vous distinction entendre. entre charges directes et charges indirectes. Mais d'où viennent ces charges-là? Donc, ils proviennent généralement des charges de la comptabilité analytique. Déjà, la séance dernière, vous savez maintenant comment on détermine les charges de la compta analytique. Bien sûr, à travers les charges de la comptabilité générale. Alors, je vais faire un petit rappel. Donc, on a éliminé les charges non courantes, c'est-à-dire la rubrique 63. Madame, il y a encore le problème de son. Exploitation et des charges financières. Pour les charges financières, on a éliminé aussi toutes les charges financières non liées à l'exploitation. On a gardé uniquement que les charges financières liées à l'exploitation, plus les charges d'exploitation, c'est-à-dire la rubrique 61. Mais j'ai dit qu'il fallait faire attention. Certaines charges sont enregistrées en comptabilité générale, mais il fallait les virer dans les charges de la compta analytique tout en prenant en compte la périodicité du calcul retenue en comptabilité analytique, qui est souvent le mois ou le trimestre. Donc, par ailleurs, il faut normalement utiliser ce qu'on appelle la technique d'abonnement. C'est très intéressant.
Alors, si c'est les semestriels, la charge semestrielle enregistrée en compta analytique, il faut diviser par 6. S'il est enregistré, par exemple, trimestriellement, il faut diviser par 3. S'il est annuellement, il faut diviser par 12 pour déterminer une charge qu'il fallait incorporer mensuellement au niveau de la compta analytique. De ce fait, il faut prendre en considération ce qu'on appelle les charges de substitution, n'intégrer au niveau des charges de la compta analytique que la charge d'usage, la charge étalée et la valeur de remplacement matière. Et en plus de cela, il y a des charges que la comptabilité générale n'a pas pris en considération, à savoir, on appelle ça les charges supplétives, que la compta analytique, pour des raisons économiques, elle les a intégrées. Ils sont de deux types, la rémunération du capitaux propres et la rémunération de l'exploitant. Donc, finalement, on a toutes ces charges-là, on les appelle des charges incorporables. Les charges incorporables, parce qu'ils vont être incorporés dans le calcul des coûts. Ils vont être incorporés dans le calcul des coûts. Quels sont les coûts que vous allez calculer? Vous allez calculer le coût d'achat, vous allez calculer le coût de production et définitivement, vous allez passer à calculer le coût de revient qui intègre le coût de distribution. Mais pour calculer ces coûts-là, on a besoin d'une méthode de calcul des coûts. Alors aujourd'hui, on va travailler avec la méthode des coûts complets. C'est une méthode qui va nous permettre de calculer les coûts. Alors, une fois déterminées les charges de la compta analytique, à travers la méthode des coûts complets, on va essayer de ces charges-là, qu'on appelle les charges de la comptabilité analytique, appelées aussi des charges incorporables parce qu'ils vont être incorporés dans le calcul des coûts, ils seront scindés par la suite en charges directes et charges indirectes. Je reviendrai par la suite pour vous expliquer toutes ces étapes-là. Mais avant, donc il fallait que je présente c'est quoi la méthode des coûts complets. Alors, la méthode du coût complet, c'est une méthode qui est apparue dans les années 30 où le contexte industriel s'est caractérisé par la situation, par les informations suivantes, par les éléments suivants. La vente des produits homogènes fabriqués en grande série. Donc, à cette période-là, donc, on produit, donc, les entreprises livrent des produits que les acheteurs jugent identiques ou homogènes. Les acheteurs n'ont pas de raison de préférer le produit de la firme X au produit d'une autre firme. Donc, le choix de l'acheteur n'est ainsi guidé que par le prix. Donc, les produits sont les mêmes, mais il va choisir le produit, bien sûr, en tenant compte, bien sûr, du prix. Uniquement, c'est le prix qui guide l'acheteur. Deuxième élément, la suprématie de la fonction de production au sein de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs fonctions au sein de l'entreprise. Il y a la fonction achat. Parce que si je prends par exemple le cas d'une entreprise industrielle, donc les fonctions les plus principales, c'est la fonction achat, la fonction production, la fonction distribution, bien sûr, il y a la fonction administration aussi. Mais à cette époque-là, c'est la fonction production qui était la fonction la plus importante au sein de l'entreprise. Donc, la suprématie, c'est-à-dire l'importance de la fonction de production au sein de l'entreprise. Troisième point, l'importance des charges directes dans le calcul des coûts de produit. Donc, pour calculer donc, dans la structure de coûts de production. Alors, la fonction de production, c'est la plus importante dans le calcul c'est une fonction la plus importante. De la même manière, la structure des coûts. Par quoi elle est composée cette structure selon cette méthode-là? La structure des coûts, elle est composée de charges directes et de charges indirectes. Mais voyons, pour cette méthode-là, l'importance est donnée surtout aux charges directes. Pour calculer un coût de produit, pour calculer le coût de production des produits finis, on a besoin de deux types de charges, des charges directes et des charges indirectes. Selon la méthode des coûts complets, selon cette méthode, l'importance, la part la plus importante est attribuée aux charges directes plutôt qu'aux charges indirectes. Les charges indirectes sont minimes par rapport aux charges directes. Donc, la suprématie ou l'importance des charges directes dans le calcul des coûts des produits. Quatrième point, c'est la minimisation du coût de produit comme indicateur de performance. C'est-à-dire l'entreprise qui cherche vraiment à réaliser de la rentabilité, c'est-à-dire pour que son produit soit bénéficiaire, elle doit minimiser le coût du produit. Alors, minimiser le coût du produit, minimiser le coût de production veut dire automatiquement minimiser son coût de revient et par la suite dégager des bénéfices ou de la rentabilité.
Donc, le système de calcul des coûts semble apparaître donc comme un système de calcul de coûts de production. Donc, l'élément de base, c'est de calculer le coût de production et en même temps, c'est de réduire ce coût de production pour finalement réduire le coût. Oui, alors, s'il vous plaît, Myriam, tout le monde, du bruit. Alors, donc, c'est un problème technique. Alors, j'espère maintenant, s'il vous plaît, maintenant. Il y a toujours le problème. Même chose. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, le système de calcul des coûts semble apparaître donc comme un système de calcul de coûts de production. Est-ce qu'il y a un problème de son, s'il vous plaît? Oui, madame, il y a toujours le Il y a un problème. problème de... Oui, madame. Madame, je pense que c'est un problème de connexion. Vraiment, c'est un sérieux problème. Oui, je pense que vous avez un S'il problème vous de plaît, attendez, connexion. s'il vous plaît. Alors, je continue. Alors, cette méthode préconise un calcul par stade de fabrication qui doit respecter la réalité du processus de production de chaque entreprise. La détermination des coûts par étape fait apparaître un ou plusieurs coûts. Coût d'achat, coût de production, coût de distribution et coût de revient. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, cela signifie exactement que l'entreprise, selon les types de produits qu'il va calculer, qu'il va fabriquer, il va calculer des coûts. Alors, s'il calcule le coût d'achat, s'il achète deux matières premières, il va calculer deux coûts d'achat. S'il calcule deux produits, s'il fabrique deux produits, il va calculer deux coûts de production et par ailleurs deux coûts de distribution et deux coûts de revient. Alors, pour les fondements de la méthode de section analytique repose sur la distinction entre charges directes et charges indirectes. C'est quoi les charges directes? Ce sont des charges qu'on peut affecter directement. Madame, s'il vous plaît, il y a toujours un problème de son. L'intermédiaire. Alors, attendez, s'il vous plaît, parce qu'il y a vraiment un problème, j'arrive pas. On vous entend mal. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous écoutez maintenant? Est-ce que vous Non, écoutez, madame. s'il vous plaît? Non, madame. Madame. Il y a toujours un problème de son. Madame, on est... Alors, les fondements de Voilà. la méthode de section analytique repose sur la distinction entre charges directes et charges indirectes. C'est quoi les charges directes? Ce sont des charges qu'on peut affecter directement à l'objet d'un coût sans calcul intermédiaire. Donc, je vais prendre un exemple.
l'entreprise achète deux matières premières, M1 et M2. Donc, il achète deux matières premières, M1 et M2. Donc, automatiquement, le but, c'est de fabriquer deux produits P1 et P2. Donc, M1 sera affecté pour calculer le coût de production de P1 et la matière M2 sera affectée pour calculer le coût de production de M2. Donc, consommation de matières premières, que ce soit de M1 ou de M2, sont dites des charges directes. Alors, je reprends s'il vous plaît. Alors, supposons que l'entreprise achète deux matières premières, la matière M1 et la matière M2. Le but, c'est de fabriquer deux produits P1 et P2. Sachant que M1 concourt à la participation de P1 et M2 participe à la fabrication de P2. Donc, la consommation de M1 pour fabriquer P1 est une charge directe. Il va s'affecter directement au calcul du coût de production de P1. Par contre, la consommation de M2 sera directement aussi calculée comme étant, va être considérée comme étant une charge directe attachée ou affectée directement au calcul du coût de production de P2. Donc, retenez ça que d'après cette méthode-là, généralement, on peut distinguer entre deux types de charges directes, à savoir la consommation de matières premières. Donc, les matières premières, que ce soit achetées ou consommées, sont des charges directes, plus les ouvriers qui vont travailler dans l'atelier ou la main-d'œuvre directe, c'est-à-dire les ouvriers qui vont travailler dans les ateliers pour fabriquer le produit X ou le fabriquer le produit Y, etc., aussi sont vues comme étant des charges directes. Les autres charges sont vues comme étant des charges indirectes et ce sont des charges qui nécessitent en premier lieu d'être réparties et par la suite, ce sont des charges qui doivent être normalement imputées. Je reprends. Les charges directes, ce sont des charges qui s'affectent directement au calcul à l'objet de coût. Pourquoi je dis à l'objet de coût? Parce que normalement, il ne faut pas calculer. On a déjà vu dans les autres séances que le coût, on ne calcule pas uniquement que le coût de produit fini ou le coût du produit fini. On calcule aussi le coût d'une activité, le coût d'une commande, le coût d'une fonction, etc. Donc, raison pour laquelle j'ai dit que ce sont des charges qu'on peut affecter directement à l'objet d'un coût, sans calcul intermédiaire. Par contre, les charges indirectes, c'est quoi les charges indirectes? Les charges indirectes sont des charges qu'on ne peut pas affecter directement à l'objet d'un coût et nécessitent un calcul intermédiaire pour qu'elles soient imputées à cet objet. Donc, définition. Donc, d'après la méthode du coût complet, la suprématie ou l'importance est donnée aux charges directes. Et les charges directes ne posent pas de problème pour cette méthode-là. Où se pose le problème? Donc, le problème se pose au niveau des charges indirectes. Raison pour laquelle donc, il fallait que cette méthode-là a pour objet le Madame, on n'entend rien, madame. S'il vous plaît, madame, il y a un grand problème de son. Les charges Madame, directes s'affectent directement au calcul de coût sans problème. Par contre, les charges indirectes, elles ne peuvent pas être affectées directement à l'objet des coûts, mais elles nécessitent un calcul intermédiaire pour qu'elles soient imputées à cet objet. Raison pour laquelle ces charges, en premier lieu, ils doivent être réparties, puis imputées. Mais où je vais les répartir? Il faut les répartir dans les sections analytiques, puis les imputer au coût des produits. Donc, voilà le schéma. On a les charges de la comptabilité analytique. Ce sont des charges incorporables. Bien sûr, ces charges incorporables, dans ces charges incorporables, il y a partie charges exploitation, les charges financières liées à l'exploitation, plus les charges supplétives. D'après la méthode de coût complet qu'on est en train de travailler. Donc, ces charges-là, les charges de la compta analytique doivent être scindées obligatoirement entre deux types de charges. Les charges directes et les charges indirectes. Alors, l'objet, c'est de calculer les coûts complets. Maintenant, pourquoi on l'appelle coût complet? Parce que c'est un coût qui intègre la totalité des charges, partie directe et la partie indirecte. Donc, il est dit complet parce qu'il intègre la totalité des charges directes et indirectes. Les charges directes, ce sont des charges qui s'affectent directement au calcul des coûts. Coût complet, il peut être un coût d'achat, il peut être un coût de production et en même temps un coût de revient. Coût d'achat, coût de production et coût de revient. Dans le coût de revient, on inclut ce qu'on appelle le coût de distribution. Madame, s'il vous plaît. Pas de problème pour les charges directes.
Madame, on n'entend rien. Madame, n'arrivons pas de vous Madame, on entendre. n'entend rien. تسمعتها شوية داوية. Madame, pose des problèmes pour cette méthode. Madame. Madame. Ouais, madame. مدام سير بلا ما سمعنا والو من هادشي اللي كنتي كتقولي لنا دابا، راه ما كنسمعو حتى شي حاجة. Madame, on n'entend rien, madame. Charge indirecte. Que faut-il faire? Il faut d'abord راه ما كتسمعناش هي اصلا. appeler des sections analytiques ou des centres d'analyse. Donc, à vrai dire, donc une section peut correspondre Madame, s'il vous plaît, on n'entend rien. Une fonction achat, c'est un centre d'analyse. Atelier, c'est un centre d'analyse. L'usine aussi, c'est un centre d'analyse aussi. Fonction approvisionnement, la fonction distribution, fonction administration. Ce sont des sections. D'accord? Mais il peut correspondre à des sections réelles comme atelier de montage, atelier de finition, atelier de découpe, etc. Donc, pour répartir les charges indirectes, كلنا نكيتيو لا سيزون باش تعرف راه حيتاش راه ما كتسمعناش وما كتشوفش. Donc, vous allez voir par la suite, il y a deux types de sections. Il y a des sections auxiliaires et des sections principales. Alors, je passe par la suite aux étapes de la méthode. Donc, la méthode retient pour le calcul Madame, du coût est-ce trois que étapes vous m'entendez? Première étape, répartir les charges de la comptabilité analytique entre charges directes et charges indirectes. Première étape, voilà. Répartir les charges incorporables, répartir les charges de la compta analytique entre charges directes et charges indirectes. Deuxième étape, calculer les coûts des sections analytiques. Alors, je viens de dire que les charges indirectes, pour les répartir, il fallait en premier lieu répartir l'entreprise en un certain nombre de sections, appelées des sections analytiques. Alors, dans notre cas, on va répartir l'entreprise en un certain nombre de fonctions. Fonction achat, fonction production, fonction distribution, fonction administration, fonction entretien, réparation, fonction transport, plusieurs fonctions. Tout dépend bien sûr de la taille de l'entreprise. Il y a plusieurs fonctions et ces fonctions, donc le nombre de fonctions bien sûr dépend de l'activité de l'entreprise et de la taille de l'entreprise. Donc, les charges indirectes seront réparties entre les sections. La somme de ces charges après section des prestations entre sections dans les coûts des sections analytiques. Alors, je vais expliquer tout ça par la suite avec les exemples. Troisième étape, déterminer les coûts des objets finaux. Dans notre cas, on va calculer, non pas on va déterminer d'abord les coûts des sections. Madame, la détermination. Madame, on n'entend rien, madame. Indirect. Madame. Indirect, un découpage de l'entreprise en un certain nombre de sections, appelées aussi sections analytiques ou centres d'analyse. Alors, je reprends le traitement des charges indirectes, nécessite un découpage de l'entreprise en un certain nombre de sections, appelées aussi sections analytiques ou centres d'analyse. Je viens de l'expliquer. Donc, pour répartir les charges indirectes, il est nécessaire de répartir, de découper l'entreprise en un certain nombre de sections. Donc, il faut au préalable, au départ, les sections analytiques de l'entreprise. Madame, on n'entend rien, madame. فين هو الديليغي ديال الجروب؟ فين هو الديليغي ديال الجروب يعيط لها؟ راه ما كنسمعوش. الديليغي ديال الجروب عندهم ما تعيط لها قول لها راه ما كنسمعوهاش. الديليغي ديال الجروب تصيفط لها ايميل ولا تعيط لها. يسرى ولا عبدو؟ راه ما عندهمش الايميل. يسرى راه ما عندهمش انا نعطيك راه ما كنسمعوا والو. هو باش كتواصلي معاه؟ مرة ما تواصلنا معاه. Alors,
Les sections, donc on peut scinder les sections en deux types. Il y a deux types de sections. Il y a les sections opérationnelles et les sections de opérationnelles. Ne dites pas, madame, qu'on ne va pas comprendre. Vous allez bien comprendre parce que je ne vais pas faire des exemples. C'est quoi les sections opérationnelles? Donc, les sections c'est quoi? Donc, il y a des types de sections opérationnelles et sections de يسرا اختي ما عندكش النمره ديالهم هما كيكونوا عندكم لي نيميرو التليفون ديالهم ولا ليميل hier et les sections principales. C'est quoi les sections opérationnelles? Ce sont des sections dont l'activité peut être mesurée par une unité physique et une unité d'œuvre. Ces sections concourent à la réalisation et à la distribution de produits et services. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Madame, s'il vous plaît. uniquement كون عيط لها شي واحد ويقول لها هي تخرج من لا سيسيون وتعاود تدخل الحل راه هي اللي الوحيد عندها هو حنا اللي المشكل نكيتو لا سيسيون وراه هذا هو وحده كيتي الحل لا سيسيون باش عرفتي راه كلشي غيكيتي لا سيسيون هذاك الشيء sections والله auxiliaires, les sections راه هي اللي خصها تخرج راه حتى هي اللي عندها لو بروبليم ماشي حنايا provisionnement. دابا هي كتزيد وهذا الشيء دابا ما غترجع تعاود تشرحوا لينا ما تعاودش تعاود تشرحوا Le kilogramme de matière achetée. دابا راه كانت كتسمعنا ولكن دابا عندها شي مشكل ما بقاش كتسمع حتى شي حاجه. وانت ما بقاتش كتسمعنا ولا هي ديزاكتيفا في الميكرو باش ما تسمعناش الله اعلم بحال كيما دار لينا الدقنون De main-d'œuvre directe. لا لا وقيلا ما انا كتسمعناش كنقولوا لها مادام ما كنسمعوكش ديزاكتيفات لي ميكرو كاملين. تقدر تكون الا ديزاكتيفات الميكرو ما عندكش الحق تدوي ما عندكش الحق كاع تحلي الميكرو ما غتكون كتسمعنيش ديزاكتيفات الميكرو ديالها غتكون ديزاكتيفات الميكرو ديالها هي. ديالها هي باش الا ديزاكتيفات الميكرو ما تبقاش تسمعنا. فوالا باش هي ما تبقاش تسمعنا باش تعطي الكوغ على خاطرها باش بلا ما نبقاو حنا نصدعوها مدام هو دابا راه ماشي صدعنا راه ما كنسمعوهاش كتقول كتشرح على راسها. فوالا راه ما حنا ما كنسمعوهاش ما عرفتش Sections auxiliaires et les sections principales. C'est quoi les sections auxiliaires? Les sections auxiliaires sont des sections qui contribuent à l'organisation interne de la firme en fournissant leurs prestations aux autres sections. Les charges indirectes de ces sections seront par définition imputées à d'autres sections. Donc, les sections auxiliaires, ce sont des sections qui travaillent au des autres sections. C'est-à-dire, ils fournissent des prestations aux autres sections, que ce soit des sections auxiliaires ou des sections principales. Alors, c'est quoi les sections principales? Les sections principales, ce sont des sections réelles dont on veut surveiller la gestion. Leur activité est toujours mesurée par une unité d'œuvre dont le coût sera imputé pour calculer les coûts des produits fabriqués ou vendus. Exemple, section approvisionnement, section production et section distribution. Alors, c'est quoi les sections de structure? Alors, j'ai dit que pour les sections analytiques, appelées aussi les centres d'analyse, sont scindées en deux types de sections. Il y a les sections opérationnelles, il y a aussi les sections de structure. Les sections opérationnelles, ce sont des sections quand il y a possibilité de mesurer leur activité par des unités physiques, comme par exemple le kilogramme de matière achetée, le kilogramme de matière consommée, l'heure de main-d'œuvre directe, les unités produites, les unités fabriques et les unités vendues, etc. Donc, de ce fait, il y a possibilité de mesurer l'activité de ces sections par des unités physiques. Alors, ils se scindent, ces centres opérationnels se scindent en deux types de centres. Il y a des centres qu'on appelle des centres auxiliaires et les centres principaux. Alors, qu'en est-il pour les sections de structure? Ce sont des sections pour lesquelles il n'est pas possible de mesurer l'activité par une unité physique. On calcule alors un taux de frais, comme le chiffre d'affaires, le coût de production des produits vendus, etc. Le cas, par exemple, du service administratif ou la fonction administration et financier ou la fonction des ressources
humaines. Alors, ces charges indirectes, pour les répartir, on a besoin de ce qu'on appelle un tableau de répartition des charges indirectes. Alors, je reprends. Il y a des charges de la comptabilité analytique sont scindées en deux types de charges, des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes, ce sont des charges qui s'affectent directement au calcul des coûts sans passer par un calcul intermédiaire. Ce sont des charges qui ne nécessitent pas de répartition pour qu'on puisse les imputer au calcul des coûts. Par contre, les charges indirectes, c'est là où se pose le problème. Il fallait normalement les répartir, puis les imputer au calcul des coûts, à savoir le coût d'achat, le coût de production et le coût de revient. Mais pour les répartir, il faut d'abord découper l'entreprise en un certain nombre de sections analytiques appelées aussi des centres d'analyse. Deux types de sections existent. Il y a des sections opérationnelles et des sections de structure. Quelle est la différence entre les deux? C'est que pour les sections opérationnelles, il est possible de mesurer l'activité de ces sections opérationnelles par une unité physique, comme exemple le kilogramme de matière achetée, la main-d'œuvre, etc. Par contre, et ils sont de deux types encore, les sections auxiliaires et les sections principales. Qu'en est-il pour les sections de structure? Les sections de structure, ce sont des sections qui est difficile, bien sûr, de mesurer leur activité par une unité de mesure. Généralement, donc, on essaie de calculer un taux de frais pour qu'on puisse mesurer leur activité, comme par exemple le chiffre d'affaires ou par exemple le coût de production des produits fabriqués. Maintenant, pour répartir ces charges, on a besoin de ce qu'on appelle un tableau de répartition des charges indirectes. Alors, ce tableau-là, il sera présenté de la manière suivante. Alors, le traitement des charges indirectes repose essentiellement sur trois phases: la répartition primaire, la répartition secondaire et finalement l'imputation de ces coûts, c'est-à-dire les coûts de section au coût des produits fabriqués. Le coût des coûts des produits, que ce soit, excusez-moi, que ce soit les coûts d'achat, au coût de production ou le coût de revient. Voyons, voilà un exemple. Pour traiter les charges indirectes du mois de janvier 2019, la société Hadi a choisi la méthode des sections analytiques selon les données précisées dans le tableau suivant. Voilà un ensemble de charges qu'on appelle les charges indirectes. Alors, ces charges indirectes, ce sont des charges qui figurent dans les charges de la comptabilité analytique. De ces charges de la comptabilité analytique, on les a scindées en deux types de charges, directes et indirectes. Achat ou consommation de matière sont des charges directes. La main-d'œuvre directe, c'est une charge aussi directe. L'ensemble, le reste des charges figure comme étant des charges indirectes. Écoutez, ici, on a les fournitures consommables, on a les charges externes, impôts et taxes, les charges de personnel, les dotations d'amortissement, les dotations en provision et les charges supplétives. Alors, toutes ces charges-là sont des charges indirectes. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces charges indirectes? Je vais les répartir dans les sections. Je vais les répartir dans les sections. Sections auxiliaires et les sections principales. Alors, dans notre cas, il y a deux sections auxiliaires. On a les prestations connexes et on a la gestion du personnel. Pour les sections principales, on a l'approvisionnement, on a la section approvisionnement, la section embauche, la section finissage et la section distribution. Qu'est-ce que j'ai dit? Que les sections auxiliaires, ils donnent leurs prestations aux différentes sections, que ce soit les sections, par exemple, prestations connexes, et peut donner ces prestations à la gestion du personnel, aux autres sections principales, à savoir approvisionnement, embauche, finissage et distribution. Alors, en premier lieu, pour effectuer la répartition, il y a deux types de répartition. Il y a la répartition primaire et la répartition secondaire. Donc, pour répartir, on a besoin de ce qu'on appelle un tableau de répartition des charges indirectes. On a besoin de répartir, de découper l'entreprise en un certain nombre de sections, connaître les sections auxiliaires et les sections dans ce tableau. Donc, on doit faire figurer ce qu'on appelle les charges indirectes. De notre partie, on a les différentes sections auxiliaires et principales. Et on essaye de répartir ces charges indirectes entre les différentes sections suivant ce qu'on appelle les clés de répartition. Les clés de répartition. Alors, dans notre cas, ces clés de répartition sont fournies sous forme
exemple, le fourniture consommable. Le montant, c'est 24 000. Le total de la charge est de 24 000 dirhams. Comment je vais répartir 24 000 dirhams entre les sections auxiliaires et les sections principales? C'est grâce à ces clés de répartition. 15%, 15%, 20%, 10%, 10% et 30%. C'est grâce à ce qu'on appelle des clés de répartition. Ce sont des clés, ce sont des unités, ce sont des clés qui vont me permettre de répartir la charge fourniture consommable entre les différentes sections, que ce soit auxiliaires ou principales. Donc, les fournitures consommables, le montant, c'est 24 000. Je vais répartir, je vais mettre 24 000 multiplié par 15% et je trouve le montant. Pour la gestion du personnel, je vais mettre 24 000 multiplié par 15% et je trouve le montant. Pour l'approvisionnement, 24 000 multiplié par 20%. L'embauche, 24 000 fois 10%. 24 000 fois 10%. Et pour la distribution, 24 000 fois 30%. Et je continue comme ça. De la même manière pour les charges externes, 20 000 multiplié par 10%, ça donne 2 000. 20 000 fois 15%, ça donne 3 000. 20 000 fois 20%, ça donne 4 000. 20 000 multiplié par 20%, ça donne 4 000 aussi. 20 000, alors aussi ici c'est 4 000 et ici c'est 3 000 dirhams. Quand je fais la somme, je fais la somme ici, je dois tomber sur 20 000 dirhams. De la même manière pour l'impôt et taxes, pour les charges de personnel, pour les dotations aux provisions, etc. Donc voilà ce qu'on a trouvé comme calcul. Voilà. Donc après avoir réparti le total des charges indirectes entre les différentes sections, que ce soit auxiliaires ou principales, voilà ce que je trouvais. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, je vais faire le total ici. Ce total s'appelle le total de la répartition primaire. Parce que dans l'énoncé, je vous ai demandé de travailler. Voilà, le travail à faire, c'est d'effectuer la répartition primaire. Donc, je dois mettre le total ici, le total, c'est-à-dire fourniture, plus les charges externes, plus impôts et taxes, plus les charges de personnel, dotations d'amortissement, les dotations en provision, les charges supplétives, et je trouve le total que j'appelle le total de la répartition primaire. Et par la suite, je vais opter pour la répartition de chacune de ces charges-là en fonction des clés de répartition. C'est grâce à ces clés de répartition que je vais opter pour le calcul. Et j'ai obtenu, bien sûr, le tableau suivant. Donc, en répartissant grâce aux clés de répartition. Donc, bien sûr, quand je fais le total, 3600 plus 3600 plus 4800, 2400, 2400, 7200, je dois tomber sur la charge de fourniture. Donc, c'est une charge indirecte qui est répartie entre les différentes sections, que ce soit auxiliaire, que ce soit principale. Donc, finalement, voilà le total de la répartition primaire. On a 644, donc c'est le total comme ça, c'est au total en ligne. Alors, c'est le total des charges indirectes. Et bien sûr, le total, voici les charges indirectes consommées dans la section prestations connexes. Et voilà les charges, bien sûr, consommées dans la gestion du personnel. Et voilà, dans la section approvisionnement, l'ensemble des charges qui ont été consommées. Bien sûr, dans la section approvisionnement, on a consommé fourniture consommable, on a 4 000 comme charges externes, 2 000 provenant de l'impôt et taxes, 52 000 provient des charges de personnel, et ainsi de suite. Donc, le total des charges, c'est ce montant-là. C'est 68 300. Il en est de même pour l'embauche, il en est de même pour les finissages, il en est de même pour la distribution. Et en fin de compte, on trouve ce qu'on appelle le total de la répartition primaire. C'est le total de la répartition primaire. Donc, finalement, toutes les charges indirectes vont être réparties dans les différentes sections, que ce soit section auxiliaire ou section principale, grâce aux clés de répartition. Donc, la première répartition s'appelle la répartition primaire. En fin de compte, c'est quoi la répartition primaire? C'est la répartition primaire consiste à répartir l'ensemble des charges indirectes entre les différentes sections, que ce soit les sections auxiliaires ou les sections principales, grâce aux clés de répartition. Grâce aux clés de répartition.
Alors, c'est quoi? Donc, pour répartir les charges indirectes, je reprends, on a besoin de deux types de répartition. Donc, il faut effectuer deux types de répartition, la répartition primaire et la répartition secondaire. La répartition primaire, je viens de l'expliquer, consiste à répartir l'ensemble des charges indirectes entre les différentes sections, que ce soit les sections auxiliaires ou les sections principales, grâce aux clés de répartition qui sont données au niveau du tableau. Maintenant, c'est quoi la répartition secondaire? Donc, une fois achevé la répartition secondaire, donc jusqu'à présent, j'ai dit que on a besoin d'un tableau de répartition des charges indirectes. Dans ce tableau, donc, il faut effectuer deux types de répartition. La première répartition s'appelle la répartition primaire. La deuxième, c'est la répartition secondaire. J'ai pas encore achevé le tableau. C'est quoi la répartition secondaire? La répartition secondaire consiste à vider les sections auxiliaires dans les sections principales, c'est-à-dire les charges ou les charges qui ont été supportées par ou consommées dans les sections auxiliaires, il faut normalement les transférer en totalité dans les sections principales pour ne trouver en fin de compte qu'un zéro dans les sections auxiliaires. Raison pour laquelle j'ai dit que la répartition secondaire consiste à vider, c'est-à-dire il faut tout transférer aux sections principales. Alors, deux cas peuvent être distingués selon qu'il y a réciprocité ou non des prestations entre sections auxiliaires. Alors, j'ai pris cet exemple-là. Donc, supposons qu'on a déjà, pour ne pas répéter le tableau, donc on a déjà un total de la répartition primaire. Donc, voilà les totaux que vous avez. Alors, j'ai changé bien sûr les éléments du tableau. Alors, dans ce tableau, il y a deux sections auxiliaires et les sections principales. Les sections auxiliaires sont de deux types. Il y a la section énergie et la section entretien. Par contre, les sections principales sont constituées par quatre sections. Section approvisionnement, la section atelier 1, section atelier 2 et la section distribution. Total de la répartition primaire. D'où provient ce total-là? Comme si on a déjà un ensemble des charges indirectes, ici, hein, on a les clés de répartition, nous connaissons le total de chacune des charges, mais on a, grâce à ces clés de répartition, j'ai divisé chacune des charges entre les différentes sections. Donc, quand j'ai fait le total, j'ai tombé sur ces totaux-là. D'accord? Maintenant, comment je vais procéder pour effectuer la répartition secondaire? Alors, toujours, on a le total de la répartition primaire. Pour procéder à la répartition secondaire, donc vous allez voir ici la section auxiliaire. Quelle est la première section auxiliaire? C'est l'énergie. Donc moi aussi, je vais vider la première section énergie, je vais vider cette énergie et transférer la totalité de sa charge vers les autres sections, que ce soit auxiliaire ou principale. Regardons dans notre cas. Donc on a deux sections énergie et entretien. Énergie a donné une prestation à l'entretien. Elle lui a donné comme prestation 10% de la énergie a donné 10% de sa charge à l'entretien. Mais l'entretien ne donne rien à l'énergie. Donc on voit qu'entre les deux sections, il n'y a pas un échange de prestations. Il n'y a pas un échange de prestations. L'énergie donne à l'entretien 10%, mais l'entretien ne reçoit rien de l'énergie. Donc il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'échange de prestations entre les deux sections auxiliaires. Quand il n'y a pas de prestations entre les sections auxiliaires, le problème est simple. Donc il est facile de compléter votre tableau. Comment vous allez faire? J'ai dit que qu'est-ce que c'est que la répartition secondaire? La répartition secondaire consiste à vider les sections auxiliaires. Vous voyez ici, total. Donc le but, c'est de calculer ou d'effectuer la répartition secondaire. Au départ, c'était d'effectuer la répartition primaire. Maintenant, répartition secondaire. Qu'est-ce que c'est que la répartition secondaire? Elle consiste à vider les sections auxiliaires et à transférer leurs coûts ou leurs charges vers les autres sections, que ce soit auxiliaires ou les sections principales. Alors, j'ai commencé par l'énergie. Pourquoi je n'ai pas commencé par l'entretien? Parce que dans le tableau, la première section auxiliaire
par l'énergie. Voyons. Donc, je vais vider pour avoir un zéro. Donc, le total, donc les charges consommées au niveau de l'énergie, c'est 22 300. Je vais mettre moins 22 300 pour avoir un zéro. Je vide la charge de l'énergie. Voilà, c'est un zéro. Et je vais maintenant transférer les 22 300 vers les autres sections, que ce soit auxiliaires ou principales, selon bien sûr aussi les clés de répartition. Selon ces clés-là, 10%, 20%, 40%, 20% et 10%. Je vais mettre ici moins 22 300. 22 300 moins 22 300, ça donne un total de la répartition secondaire qui est égal à 0. Et par la suite, je vais mettre 22 300 multiplié par 10%, 22 300 multiplié par 20%, 22 300 multiplié par 40%, 22 300, 20%. Madame, s'il vous plaît. Alors écoutez ici, regardez ici s'il vous plaît. Donc, moins 22 300, je vais partager, je trouve ces montants-là. C'est 10%, c'est 20%, c'est 40%, et ainsi de suite. Donc maintenant, l'énergie est vidée, donc j'ai un zéro. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? De vider maintenant l'entretien. Si j'ai vidé le total, regardez ici, j'ai vidé le total de la répartition primaire. J'ai vidé le total de la répartition primaire. Maintenant, est-ce que je vais vider le total de la répartition primaire de la section entretien? Non, je n'ai pas le droit de vider uniquement 16 700. Pourquoi? Parce que l'entretien avait comme charge au départ 16 700, mais il a reçu, voyons, regardez ici, l'énergie, j'ai déduit moins 22 300, j'ai déduit 22 300, et j'ai divisé 22 300, 10%, 20%, 40%, et j'ai multiplié par ces clés de répartition. Maintenant, pour vider l'entretien, je n'ai pas le droit de vider uniquement 16 700, mais de vider 16 700 plus les 10% provenant de la section énergie. Voyez, 16 700 plus 10% provenant de la section énergie. En raison pour laquelle j'ai mis 16 700, 10% provenant de l'énergie, 10%, 22 300 multiplié par 10%, ça donne 2230. Donc, le montant à répartir, le vrai montant à répartir de la section entretien, c'est 16 700 plus 2230, c'est automatiquement 18 930. Voilà le vrai montant à répartir pour la section entretien, que je dois normalement répartir en fonction de ces clés de répartition. Je vais donner 10% à l'approvisionnement, 50% à l'atelier 1, 30% à l'atelier 2 et 10% à la distribution. Donc, moins 18 930, 10% et ainsi de suite, suivant les clés. Et vous trouvez ces montants-là. Finalement, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que toutes les sections auxiliaires ont été vidées. Donc, il y a un zéro au niveau du total de la répartition secondaire. On a zéro. Qu'est-ce qu'il y a? On a uniquement, on va trouver maintenant que je vais faire le total de la section approvisionnement, atelier 1, atelier 2, et pour la section distribution, on a ce qu'on appelle les totaux de la répartition secondaire. On n'a que les coûts des sections principales. Donc, généralement, donc, quelle est la remarque aussi? Et si normalement, je dois mentionner un montant de 217 000 dirhams. Cela veut dire que le total de la répartition primaire doit être égal au total de la répartition secondaire. Si vous effectuez les calculs, si vous effectuez la répartition primaire, puis par la suite vous effectuez la répartition secondaire, vous trouvez que les totaux ne sont pas les mêmes, cela veut dire que vous avez commis une erreur, donc il fallait rectifier s'il vous plaît. Donc voilà le premier indice qui va vous permettre de voir que votre tableau est juste. Donc l'énergie, alors je reprends. Première remarque, donc il faut qu'il y ait égalité entre total de la répartition primaire et total de la répartition secondaire. Deuxième remarque, au niveau du total de la répartition primaire, vous remarquez que vous avez tous les totaux des sections, que ce soit les sections auxiliaires, que ce soit les sections principales. 22 300, 16 700, 34 700, 47 700, 55 100 et 40 100. Vous avez tous les totaux des sections, que ce soit auxiliaires, que ce soit principales. Mais au niveau de la répartition secondaire, quand vous avez effectué la répartition secondaire,
vous remarquez qu'il n'y a que les totaux des sections principales. Il n'y a que les totaux des sections principales. Par contre, les totaux des sections auxiliaires, il y a un zéro. Ils sont vidés. Où sont leurs charges? Leurs charges ont été déjà transférées normalement dans les sections principales, ont été transférées dans les sections principales. Donc, c'est ça. Donc, on a achevé ce qu'on appelle la répartition des charges indirectes. On a achevé la répartition des charges indirectes. Alors, je reprends. Donc, les charges indirectes, pour les répartir, on a besoin d'abord d'un tableau qu'on appelle le tableau de répartition des charges indirectes. Deuxièmement, on a besoin de découper l'entreprise en un certain nombre de sections. Plusieurs sections existent et tout dépend bien sûr de la taille et de l'activité de l'entreprise. Donc, il y a sections opérationnelles et les sections de structure. La différence entre section opérationnelle et section de structure, il y a possibilité bien sûr de mesurer leur activité par une unité physique. Et j'ai pris le cas par exemple de kilogrammes de matières premières achetées, le kilogramme de matière consommée, les heures de main-d'œuvre directe, les heures machines, les unités produites, les unités vendues, etc. Donc, il y a plusieurs unités physiques qui permettent de mesurer l'activité de sections opérationnelles. Et ils sont de deux types. Il y a les sections auxiliaires et les sections principales. Les sections auxiliaires, ce sont des sections qui travaillent au service ou au profit des sections principales. Et vous avez vu que toutes les charges des sections auxiliaires, on a essayé de vider les sections auxiliaires pour transférer leurs charges dans les sections principales. Par contre, les sections principales, ce sont des sections qui participent à la réalisation des produits. Et le coût, elles seront par la suite des coûts, ces coûts-là. Vous voyez que les coûts 41 053, c'est le coût de la section approvisionnement. Ce sont des charges indirectes. Ce sont des charges indirectes qui vont être imputées, Pourquoi maintenant j'ai utilisé le mot imputé? Parce que j'ai terminé avec la notion de répartition. J'ai déjà effectué la répartition primaire et la répartition secondaire. Maintenant, je suis au niveau de l'imputation. Ces coûts-là que vous avez trouvés au niveau du total de la répartition secondaire, alors ce coût-là, 41 053, va nous servir, il va être imputé au calcul de coût d'achat. Il va être imputé au calcul de coût d'achat. Alors, ce coût d'achat, généralement, c'est un coût qui est complet parce qu'il intègre la totalité des charges directes et indirectes. Le montant indirect, c'est 41 053. C'est 41 053. C'est 41 053. C'est la partie indirecte auquel il faut ajouter la partie directe. La partie directe, c'est achat de matières premières. Bien sûr, vous aurez dans l'application ou l'exercice, vous aurez combien d'entreprises il a acheté de matières premières. D'accord? Mais finalement, ici, c'est la partie, je parle que des parties indirectes. C'est les parties indirectes. Nous, on va ajouter à ces parties indirectes la partie directe pour calculer les coûts complets. Par exemple, pour l'atelier 1, supposons que dans l'atelier 1, l'entreprise a fabriqué le produit P1. Et dans l'atelier 2, l'entreprise a fabriqué le produit P2. Alors, ce sont des charges indirectes. Alors, ces charges indirectes de l'atelier 1 vont servir à calculer le coût de production du produit P1. Et ici, ce sont des charges indirectes, 65 239, ce sont des charges indirectes qui vont servir à calculer le coût de production du produit P2. Ici, le coût de production P1, ici, le coût de production P2. Bien sûr, pour calculer un coût, je répète, on n'a pas besoin uniquement que des charges indirectes, mais il fallait encore ajouter les charges directes. Charges directes plus des charges indirectes vont nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle un coût complet, mais ici, c'est un coût de production. De la même manière, ici, 44 623, c'est quoi automatiquement? Ce sont des charges indirectes liées à la distribution et qui vont être intégrées dans le calcul de coût de revient. Parce que j'ai dit que le coût de revient intègre aussi le coût de distribution. Mais c'est une partie indirecte qu'il fallait encore ajouter la partie directe pour trouver le coût complet.
Donc ici, je peux calculer, donc ces charges-là, ce sont des charges indirectes qui vont normalement être imputées pour calculer le coût d'achat. Ces charges-là, via l'atelier 1, vont être imputées pour calculer le coût de production de P1, supposons que l'atelier 1 fabrique le produit P1. Et si 65 239 vont être imputés pour calculer le coût de production P2, bien sûr, on suppose que l'atelier 2 participe à la fabrication de produits P2 et aussi 44 623, ils vont être intégrés dans le calcul de coût de revient. Mais voyons, donc, pour calculer un coût, on a besoin d'autres charges, ça s'appelle les charges directes. Il fallait les additionner aux charges indirectes pour trouver un coût complet. Maintenant, c'est vrai, je sais bien que je vais imputer, pour la section approvisionnement, je vais imputer les charges indirectes 40e 53 au calcul de coût d'achat. Mais comment je vais imputer ces charges-là? Comment je vais imputer les 40e 53? D'accord? Alors, premièrement, c'est pour cet exercice-là. Regardez, j'ai essayé de mettre un cas de prestation, d'effectuer, je vous ai demandé d'effectuer la répartition secondaire, mais là où il n'y a pas un échange de prestations réciproques entre les sections auxiliaires. Énergie donne 10% à l'entretien, mais l'entretien ne donne rien à l'énergie. Donc, pas de prestation. Je vous donne 10%, mais je ne reçois en contrepartie rien. La raison pour laquelle, donc, le tableau, le calcul est très facile. Maintenant, lorsqu'il y a prestation avec réciprocité, qu'est-ce que c'est que prestation avec réciprocité? Alors ici, je vais prendre ce cas-là. Alors, cela veut dire que l'énergie donne à l'entretien 10% et l'entretien donne à l'énergie 20%. Bien sûr, derrière un exemple, je vais travailler avec vous l'exercice. L'énergie donne 10% à l'entretien, donc elle lui transmet comme prestation 10% de la charge, et aussi l'entretien donne à l'énergie, par exemple, 20% de charge. Alors, dans ce cas, on parle de prestation réciproque, c'est-à-dire qu'il y a un échange de prestations entre les deux sections auxiliaires. Alors, lorsqu'il y a échange de prestations entre les sections auxiliaires, on parle de prestations réciproques. Plusieurs méthodes existent pour calculer le montant définitif des charges à répartir dans les sections analytiques. Alors, il y a la méthode des itérations successives de centre à centre, méthode du calcul matriciel et méthode algébrique. Moi, je vais travailler uniquement avec vous la méthode algébrique parce que c'est la plus utilisée ou la plus facile encore. Voilà, cas de prestation avec réciprocité. Voilà, vous avez un exercice. Donc, on a, comme pour l'exercice précédent, maintenant j'ai mis comme pour section auxiliaire entretien et administration. Atelier approvisionnement, atelier coupe, atelier finition et atelier distribution. Donc, pour la section, donc les sections principales, il y a 4. Il y a la section achat ou la section approvisionnement. Il y a la section de production qui est découpée en 2 sous-sections, la section coupe et la section finition. Après, je peux les regrouper comme étant la section de production. Donc, cette section de production est scindée en 2 types de sous-sections, à savoir la sous-section coupe et la sous-section finition. Je peux appeler aussi section. La section coupe, section finition font partie de la section production. Et finalement, la section distribution. Alors, la répartition primaire est déjà effectuée. Vous savez maintenant comment effectuer la répartition primaire. Total des charges indirectes. Je vais les répartir suivant les clés de répartition entre les différentes sections, que ce soit section auxiliaire ou section principale. Et à la fin, je vais faire les totaux. Je vais faire les totaux. Ce qu'il faut faire attention, au niveau de la répartition primaire, je trouve tous les totaux, que ce soit les totaux des sections auxiliaires que les totaux des sections principales. Maintenant, je dois faire ce qu'on appelle la répartition secondaire. Comment je vais faire la répartition secondaire? Première section, c'est l'entretien. Moi aussi, je vais commencer par l'entretien. Et la deuxième, c'est l'administration. Je vais passer en deuxième lieu, par l'administration. La répartition secondaire consiste à répartir, ou plutôt à vider les sections auxiliaires.
vider. Donc, premièrement, je vais vider l'entretien, c'est-à-dire mettre un 0 au niveau du total de la répartition secondaire. Et par la suite, une fois vidé, je vais répartir le montant entre les sections principales. Une fois terminé, je vais passer à l'administration. Je vais vider l'administration, je vais mettre un 0, et le montant que je vais vider, je vais le découper en donnant la part à chacune des sections, que ce soit entretien, approvisionnement, compte, finition et distribution. Donc, voyons, mais quand il y a prestation réciproque, c'est pas comme pour le premier cas. Je reviens toujours au premier cas. Alors, ici, il n'y a pas de prestation. J'ai déjà commencé par énergie. J'ai déjà commencé par énergie et j'ai dit, bon, pour vider, excusez-moi, j'aimerais bien ça. Donc, j'ai commencé directement par l'énergie et j'ai vidé l'énergie par le total de la répartition primaire. On a trouvé un 0 et j'ai commencé à répartir suivant les clés que se trouvant sur le tableau. Ici, bien sûr, ici aussi, j'ai vidé la section entretien. Mais j'ai pas vidé le total, comme ici, le total de la répartition primaire. J'ai vidé le total de la répartition primaire plus les prestations fournies par l'énergie à l'entretien, c'est-à-dire les 10%. Et quand j'ai fait le total, j'ai trouvé 18 900 et j'ai vidé et j'ai commencé à découper ou à donner la part de la charge de l'entretien aux différentes sections principales. Alors ici, pour le cas. Alors, si vous avez dans les listes, donc la première des choses, si on vous demande d'effectuer la répartition secondaire, la première des choses, donc il faut constater, ce qu'il faut observer, excusez-moi, il faut observer ce qu'il y a des prestations réciproques ou il n'y a pas de prestations réciproques. Est-ce que dans notre cas, ici, donc je vois que l'entretien donne à l'administration 20% et aussi l'administration donne à l'entretien 10%. Donc automatiquement, il y a des prestations réciproques. Alors, s'il y a des prestations réciproques, donc, il faut la première des choses, il faut calculer le vrai montant de l'entretien à vider. Quel est le vrai montant de la section entretien à vider? Et quel est le vrai montant de la section administration à vider? Et c'est non pas 5550, comme c'était le cas pour le cas de ici. Donc, pour l'énergie, parce qu'il n'y a pas de prestation. Donc, j'ai directement vidé 22 300. Mais quand il y a prestation, vous voyez, alors section entretien, je vois qu'il y a 5 550 comme total de la répartition primaire, c'est-à-dire le coût de section auxiliaire qu'on appelle entretien, mais aussi il y a 10%. Si je mets ici entretien et je vais mettre moins 5 550, cela veut dire que les charges ou les frais de la section entretien est de l'ordre de 5 550. Or, elle n'est pas de l'ordre de 5 550. La section entretien, le coût de la section entretien est de 5 550 plus les prestations fournies par l'administration à l'entretien, c'est-à-dire 10%. Donc, pour calculer le vrai montant à répartir, donc il faut utiliser ce qu'on appelle la méthode algébrique. De la même manière, pour l'administration, je peux pas, il n'y a pas possibilité de répartir uniquement les 3300. Je dois répartir 3300 plus les 20%. Je vois le tableau. Donc, ce qu'il faut répartir ici, c'est 5550 plus 10%. Et ici, c'est 3300 plus 20%. Donc, je vais noter entretien comme X et administration comme Y. X, c'est 5550 plus 10% et Y, c'est 3300 plus 20%. Alors, soit X le montant définitif à répartir de la section entretien, soit Y le montant définitif de la section administration. Donc, il convient de poser les équations suivantes. X, c'est quoi? C'est 5550 plus 10%. Je reviens ici. Alors, c'est 5000, c'est quoi X? Alors, montant entretien X et administration Y. C'est quoi X? C'est 5550 plus 10%. D'où provient 10%? Il provient de l'administration que j'ai noté Y. D'accord? Alors, pour Y, c'est quoi Y? C'est 3300 plus les 20%. D'où provient pas 20%? Il provient de l'entretien. Et j'ai noté entretien comme X. Donc, X est égal à 5550 plus 10% de Y, ou Y est égal à 3300 plus 20% de X. Alors, X, c'est quoi? C'est 5550 plus 10%, il y a 0,1.
multiplié par Y. Je vais remplacer Y par cette équation. Donc, multiplié par 3300 plus 0,2x. Donc, x est égal à 5550 plus 0,1 multiplié par 3300, ça donne 330, plus 0,1 multiplié par 0,2x, ça donne 0,02x. Alors, on a x ici, je vais mettre 0,02x, je vais la mettre à ce niveau-là. Et comme si j'ai un x moins, alors, plus de précision, alors je peux mettre ici, comme si j'ai un x moins 0,02x, qui est égal à 5550 plus 330. Ça donne automatiquement, je pense que c'est 5880 dirhams. D'accord? Donc, 1x moins 0,2x, ça donne 0,98x qui est égal à 5880. D'où à quoi est égal x finalement? Donc, x normalement est égal 5480, x est égal 5880 divisé par 0,98. Et vous trouvez que x est égal à 6000 dirhams. X est égal à 6000 dirhams. Alors, je viens au tableau, je vais mettre ligne colonne, voilà la ligne entretien et la colonne entretien. Alors, c'est à ce niveau-là que vous devez normalement poser 6000 dirhams. Donc, 5550 plus les 10%, ça donne 6000 dirhams. Voilà le vrai montant à répartir de l'entretien. Le vrai montant à répartir pour la section entretien. Alors, si x maintenant est connu pour 6000 dirhams, à quoi est égal y? Y, je reviens ici, y est égal à 3300 plus 20%, c'est-à-dire 0,2x. Voilà, 3300 plus 0,2 qui est multiplié par x. X dans notre cas est déjà calculé, c'est 6000. Donc, au total, y est égal à 4500. Je reviens à mon tableau. Donc, administration qui est notée y maintenant. Je vais faire l'intersection ligne et colonne. Voilà l'intersection ligne et colonne. Voilà la colonne administration. Et voilà la ligne administration. L'intersection, ici, je vais mettre moins le montant qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire moins 4500. Retenez ça. X 6000, Y 4500. Donc, je dois mettre ici moins 6000 et ici moins 4500. Donc, moins 6000 et je prends. Et je commence à procéder à la répartition selon les clés que vous avez ici. 20%, les 10%, 50, 10%, 10%, les clés de répartition que nous avons sur le tableau. Donc, je vais mettre 6000 multiplié par 20%, 6000 multiplié par 10%, 6000 multiplié par 50% et ainsi de suite, 6000 multiplié par 10%. Donc, 6000, d'accord, 6000 fois ces clés de répartition. Pour l'administration, je vais mettre ici moins 4500 multiplié par 10%, 4500 multiplié par 20%, 4500 fois 40%, 4500 fois 20%, 4500 fois 10%. Et vous trouvez, bien sûr, ce tableau-là, c'est déjà corrigé. Voyez? Donc, ici, je peux mettre ici comme montant. On a trouvé que le vrai montant à répartir, c'était 6000 dirhams pour l'entretien. Interdit de répartir 5550 comme le premier cas. Alors, dans le premier cas, on a réparti le coût ou le total de la répartition primaire parce qu'il n'y avait pas de prestation réciproque entre les deux sections. Maintenant, s'il y a prestation réciproque, notez entretien X et notez administration Y, procédez par la formule suivante, 5550 plus 10%, 3350 plus 20%, et vous trouvez finalement que X est égal 6000 et Y est égal 4500. 4500. Voilà. Et je procède à répartir 6000. Alors, 6000, d'après les clés que vous avez multipliées par 10%, multiplié par 20%, par 30%. Et voilà ce qu'on a trouvé finalement. Voilà, je vais vérifier est-ce que c'est vraiment 6000 parce que c'est ce que j'ai dit au départ.
C'est quoi X? X, c'est 5550 plus 10% provenant de Y. Je vais vérifier sur le tableau. C'est 5550 plus 450, les 10% provenant de Y. Donc 5550 plus 450, c'est-à-dire plus les 10% provenant de l'administration. Donc 5550 plus 450, automatiquement c'est 6000. Maintenant, je vais vérifier aussi, c'est 3300 plus les 20%, donc 3300 plus 1200, on va tomber uniquement sur 4500. Donc c'est juste. Et voilà, ça, on appelle ça, c'est le total de la répartition secondaire. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'on a vidé les sections auxiliaires, raison pour laquelle j'ai mis le signe là, pour vider les sections auxiliaires, et on a transféré le coût 6000 dans les sections principales, transféré le coût de la section administration 4500 vers dans les sections principales. Et qu'est-ce qu'on a obtenu au total de la répartition secondaire? On a obtenu finalement que les coûts des sections principales, 5200, le coût de la section approvisionnement sera imputé pour calculer le coût d'achat. Les coûts de section coupe et finition seront imputés pour calculer le coût de production. Et le coût 12300, c'est le coût de la section distribution, les frais de la section distribution qui seront imputés pour calculer le coût de revient. Alors, je reprends. Les frais de la section approvisionnement vont servir à calculer le coût d'achat. Les frais de la section coupe et finition vont servir à calculer le coût de production. Et les frais de la section distribution vont servir à calculer le coût de revient. Alors, jusqu'à présent, on a retenu des clés de répartition pour répartir des charges indirectes, aussi bien pour trouver le total de la répartition primaire, le total de la répartition secondaire. Maintenant, pour faire l'imputation, on a besoin de ce qu'on appelle les unités d'œuvre. Voilà, imputation des charges de section principale. Alors, j'ai pris une application. Une entreprise fabrique deux produits P1 et P2 dans l'atelier 1. Cet atelier utilise 1000 heures de main-d'œuvre directe pour fabriquer P1 et 800 heures de main-d'œuvre pour fabriquer P2. Je reprends. Une entreprise fabrique deux produits P1 et P2. Donc, automatiquement, déjà, si l'entreprise fabrique deux produits, donc automatiquement, il faut calculer deux coûts de production. Coût de production de P1 et coût de production de P2. Coût de production de P1 et coût de production de P2. Où sont fabriqués les deux produits? Donc, ils sont fabriqués dans l'atelier 1. Donc, l'atelier 1 a participé à la fabrication de deux types de produits, P1 et P2. Cet atelier, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé 1000 heures de main-d'œuvre directe. Donc, la main-d'œuvre directe, c'est une charge directe. Déjà, le mot indique direct. Donc, c'est une charge directe. Donc, pour fabriquer le produit P1, P2, on a, dans l'atelier, les ouvriers ont travaillé, c'est-à-dire la main-d'œuvre directe. Les ouvriers ont travaillé 1000 heures pour fabriquer le produit P1. Mais aussi, ils ont travaillé 800 heures pour fabriquer le produit P2. Je reprends, dans l'atelier, on a fabriqué du produit P1 et P2. Pour fabriquer P1, les ouvriers ont travaillé 1000 heures. Et pour fabriquer P2, les ouvriers ont travaillé 800 heures. Le total des charges de l'atelier 1 après répartition secondaire. Quand j'ai dit le total des charges de l'atelier 1 après répartition secondaire, c'est ça. Comme si je parle d'ici. Supposons coupe fait atelier numéro 1. Quand j'ai dit le total des charges après répartition secondaire, c'est ça. C'est 28 550. Supposons qu'on coupe ici, c'est atelier 1. Donc, total, c'est le total des charges après répartition secondaire. Donc, le total des charges de l'atelier 1 après répartition secondaire est de 237 600 dirhams. L'activité de cet atelier est mesurée par l'heure de main-d'œuvre directe. Alors, on vous demande de déterminer le montant des charges indirectes imputées au coût de production de P1. Voyons. Donc, ici, voilà le total de la répartition secondaire. C'est vrai, ici, vous avez plusieurs totaux. Donc, vous avez ici approvisionnement, coupe, finition, distribution. Moi, j'ai pris uniquement, pour vous donner un exemple, j'ai pris uniquement que l'atelier 1.
que l'atelier 1. Supposons qu'on ici, c'était l'atelier 1. J'ai pris uniquement la charge ou les frais de la section atelier 1. Alors, de l'ordre de 237 000. Alors, bien sûr, supposons ici qu'il y a approvisionnement, atelier 2, distribution. Moi, je vais parler uniquement de l'atelier 1. Alors, le total de la répartition secondaire, pour que je puisse encore achever le tableau. Parce que le tableau de répartition des charges indirectes, dans ce tableau, on doit en premier lieu effectuer la répartition primaire, en deuxième lieu la répartition secondaire. Maintenant, achevant la répartition secondaire, il faut passer à l'imputation. Et pour imputer, on a besoin de ce qu'on appelle les unités d'œuvre. Donc, au-dessus du total de la répartition secondaire, on vous donne la nature de l'unité d'œuvre. Alors, dans notre cas, c'est heure de main-d'œuvre directe, parce que j'ai dit dans l'énoncé ou dans l'application que l'activité de cet atelier est mesurée par heure de main-d'œuvre directe. Donc, la nature de l'unité d'œuvre, c'est heure de main-d'œuvre directe. MOD veut dire main-d'œuvre directe, les heures. C'est-à-dire combien les ouvriers ont travaillé d'heures. Combien les ouvriers ont travaillé d'heures. Donc, heure de main-d'œuvre directe. Alors, généralement, on vous donne la nature de l'unité d'heure. On vous dit que l'activité de la section atelier 1 est mesurée par heure de main-d'œuvre directe. Vous connaissez la nature, mais c'est à vous, normalement, de calculer le nombre de l'unité d'heure. C'est à vous de le déterminer. Comment vous allez le déterminer? Vous allez le déterminer grâce, bien sûr, à l'énoncé. Donc, on va revenir. Nous, on a ici l'atelier 1. Qu'est-ce qu'on a travaillé dans l'atelier 1? On a travaillé le produit P1 et le produit P2. Donc, automatiquement, les ouvriers qui travaillent dans l'atelier 1, ils ont travaillé le produit P1 et ils ont travaillé le produit P2. Donc, combien d'heures ils ont travaillé? Ils ont travaillé 1000 heures pour fabriquer le produit P1 et 800 heures pour fabriquer le produit P2. Donc, au total, les ouvriers ont travaillé 1800 heures. Les ouvriers ont travaillé 1800 heures. Je peux découper le nombre d'unités d'œuvre. Ça, c'est le nombre d'unités d'œuvre. Alors, 1800, cela veut dire quoi? Que les ouvriers ont travaillé 1000 heures pour fabriquer P1, 800 heures pour fabriquer P2. 1000 heures pour fabriquer P1 et 800 pour fabriquer P2. Et à quoi finalement calculer? Il faut calculer ce qu'on appelle le coût d'unité d'œuvre. Aussi, c'est à vous de calculer le coût d'unité d'œuvre. À quoi est égal le coût d'unité d'œuvre? Est égal les frais de la section, les frais de l'atelier numéro 1, c'est-à-dire 237 700 divisé par le nombre d'unités d'œuvre, c'est-à-dire 1800. 237 600 divisé par 1800. Et vous trouvez le coût d'unité d'œuvre. Alors, si vous mettez 237 600 divisé par 1800, vous trouvez que le coût est de 132. Donc, à quoi est égal? Maintenant, il faut calculer les charges indirectes qu'il fallait imputer au coût de chaque produit, parce que l'entreprise a fabriqué finalement deux produits, P1 et P2. Automatiquement, il faut calculer deux coûts de production. Coût de production de P1 et le coût de production de P2. Mais comment vous allez imputer ces charges indirectes? Comment vous allez imputer les charges indirectes de l'atelier 1 entre P1 et P2? Sachez que dans cet atelier, on a fabriqué P1 et P2. Voilà la formule. Vous allez mettre toujours le nombre d'unités d'œuvre fois le coût d'unité d'œuvre. Et vous trouvez les frais de la section. Je reprends, c'est le nombre d'œuvre, voilà, c'est le nombre d'unités d'œuvre fois le coût d'unité d'œuvre. Et vous trouvez, bien sûr, les charges indirectes qu'il fallait imputer au coût de production de chaque produit. Alors, ici, 1800, c'est réparti entre 1000 heures. Les ouvriers ont travaillé 1000 heures pour produit P1, 800 heures pour produit P2. Vous allez mettre 1000 fois 132. Voici la part des charges indirectes imputées au coût de production de P2. 800 multiplié par 132, la part à imputer, c'est-à-dire bien sûr la part des charges indirectes imputée au coût de production de P2. Donc, retenez ça. Voilà la formule. C'est toujours le nombre d'unités d'œuvre fois le coût d'unité d'œuvre. Le coût d'unité d'œuvre reste inchangé, aussi bien pour P1 et P2. C'est toujours 132, mais ce qui change, c'est le nombre d'unités d'œuvre, parce que je sais bien que les ouvriers ont travaillé uniquement 1000 heures pour fabriquer P1 et ils ont travaillé 800 heures pour fabriquer P2. Alors, cette façon de procéder s'appelle l'imputation des charges. Donc, ici, finalement, pour calculer le coût de production de P1 et le coût de production de P2, on a uniquement jusqu'à présent que les charges indirectes auxquelles
auquel il faut ajouter encore des charges directes pour calculer un coût complet de production, aussi bien de P1 et de P2. Je pense que c'est clair. Alors, je reprends si vous voulez. Donc, il y a, pour répartir donc la méthode de coût complet, mettre l'accent ou repose essentiellement sur deux types de charges, les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, ce sont des charges qui s'affectent directement au calcul, à l'objet de coût, au calcul des coûts. Pour notre cas, on va parler que des coûts des produits. Donc, ce sont des charges qui s'affectent directement au calcul des coûts des produits. Par contre, les charges indirectes, c'est là où se pose le problème. Ces charges, ils nécessitent d'abord, avant d'être imputées au calcul des coûts, elles doivent être normalement réparties. On a besoin d'un tableau de répartition pour répartir ces charges indirectes. Mais avant de procéder à la répartition, et donc il faut découper l'entreprise en un certain nombre de sections analytiques, distinguer entre les sections auxiliaires et les sections principales, opter pour répartir les charges indirectes selon les clés de répartition entre les différentes, répartir les charges indirectes grâce aux clés de répartition, les répartir et donner à chacune des sections la part des charges indirectes. Vous calculez ou vous déterminez ce qu'on appelle le total de la répartition primaire. Vous pouvez passer par effectuer la répartition secondaire qui consiste à vider toutes les sections auxiliaires et à transférer leurs charges vers les sections principales. Il faut trouver les frais des sections principales. Il faut par la suite opter pour l'imputation. Vous calculez ce qu'on appelle le nombre d'unités d'œuvre après avoir connaître la nature d'unité d'œuvre et vous calculez en même temps ce qu'on appelle le coût d'unité d'œuvre pour que vous puissiez imputer la part des charges indirectes dans le calcul des coûts. Bien sûr, un coût n'est pas automatiquement calculé uniquement par les charges indirectes, mais il faut ajouter encore les charges directes pour que vous puissiez calculer les coûts complets. Que ce soit coût complet, les coûts complets qui englobent, qui dit coût complet veut dire un coût qui intègre la totalité des charges, aussi bien charges directes et charges indirectes. Alors, j'espère que ça a été bien compris. Alors, je vous laisse. Bon appétit. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Deuxième séance. S'il vous plaît. Est-ce que c'est compris? Oui, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Escucha, mamá, escucha. Oui, oui. Bonjour, madame. Allez, Basma, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, madame. Basma, vous pouvez me poser la question, s'il vous plaît. Madame, madame,
S'il vous plaît. Alors, je peux, s'il y a possibilité, je peux répondre, je peux aussi par la suite recommencer cette séance. Madame, s'il vous plaît, on n'a pas. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? S'il vous plaît?